je vous propose d'abord pour situer un peu le contexte de mon intervention, de l'élargir un petit peu. En général, c'est dans la conclusion qu'on l'élargit. Là, je vais commencer la technique de l'entonnoir par ce qu'on peut appeler les 5 éléments constitutifs des constructions didactiques. Ce que j'appelle construction didactique ici, ce sont par exemple les méthodologies constituées. Méthodologie directe, méthodologie active, audiovisuelle, audio-orale, et l'approche communicative aussi, qui s'est voulu une construction didactique. Alors, quels sont en fait les éléments qui sont pris en compte dans ces constructions? Quelles sont les briques de ces constructions-là? Quelles sont les origines? C'est à la fois les briques, c'est à la fois le plan. Alors, il y a, à tout seigneur, tout honneur, les objectifs sociaux de référence. Les objectifs sociaux de référence fonctionnent à tous les niveaux d'acteurs, au niveau d'un responsable ministériel élaborant les nouveaux programmes de langue, jusqu'à un enseignant dans sa classe. Alors on va prendre l'enseignant dans sa classe, ce sera le plus simple. L'objectif social de référence, ça correspond exactement à ce qu'il considère être de sa responsabilité en tant que préparation de ses élèves à l'utilisation postérieure de la langue. De quoi se sent-il responsable? Donc cet objectif social de référence est très important puisqu'il est lié directement à l'éthique professionnelle. À chaque fois, j'ai pris un exemple, pouvoir échanger des informations avec un étranger. Donc, actuellement, un professeur de langue vivante considère que l'une de ses responsabilités, c'est de former ses élèves à gérer des situations d'interaction langagière. Il considère que ses élèves pourront tous avoir éventuellement à rencontrer des étrangers, soit en allant les voir chez eux, soit en recevant ces étrangers chez lui. Deuxième élément constitutif, les environnements de référence. À chaque fois, vous aurez deux références. Les environnements de référence, ce sont en fait ce qu'on appelait auparavant les situations, mais non pas les situations d'enseignement-apprentissage, mais les situations de construction première de la méthodologie, qui inclut d'ailleurs les situations d'enseignement-apprentissage. Je m'explique. Lorsqu'une méthodologie constituée en est à sa phase d'expérimentation sur le terrain, eh bien, les paramètres des situations d'enseignement-apprentissage expérimental vont se retrouver effectivement dans la construction de la méthodologie. Je prends un exemple, la méthodologie audiovisuelle française a été expérimentée sur des adultes vivant en France et avec comme enseignants des natifs. Ben, on voit très bien que dans cette méthodologie-là, il y a, en quelque sorte câblé, comme dirait un informaticien maintenant, il y a la substance de cet environnement premier de construction méthodologique. Les paradigmes de référence, dans le sens où Thomas Kuhn parle des paradigmes de référence, c'est-à-dire des principes abstraits mais très puissants qui vont commander le découpage du domaine, la vision du domaine, la conception des actions que l'on peut réaliser dans le domaine. Et ben voilà un exemple de paradigme très puissant que l'on appelle le paradigme de l'homologie entre la fin et les moyens. C'est la version didactique de « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Si je considère que ma responsabilité est de préparer les élèves à communiquer plus tard en langue étrangère avec des étrangers, eh bien, en appliquant l'homologie fin-moyen, je vais considérer que le meilleur moyen pour aboutir à ce but, c'est la même chose que l'objectif. C'est-à-dire que je vais les faire communiquer en classe comme s'ils étaient des étrangers, ou comme s'ils rencontraient des étrangers. Ce principe de l'homologie fin-moyen est d'une redoutable efficacité puisqu'il traverse toutes les méthodologies de la première à la présente, à la dernière que je vous annonce ensuite, co-culturelle, co-langagière, co-culturelle. Je ne sais pas si ça va passer à la postérité, cette appellation n'est pas très bienvenue, mais c'est la seule que j'ai. Si dans le quart d'heure final, vous pouvez me proposer quelque chose, on aura fait quelque chose là, à Strasbourg d'intéressant peut-être. Voilà, les paradigmes de référence, mais, excusez-moi, ça c'est un paradigme, encore une fois, c'est un paradigme presque technique, c'est-à-dire que on tend à considérer naturellement que la meilleure chose que l'on peut faire aux élèves pour les préparer à faire autre chose, c'est cette autre chose-là. Voilà, c'est tout bête. Mais d'autres paradigmes, vous connaissez le paradigme indirect, par exemple, qui est le paradigme indirect jusqu'à la fin du 19e siècle. On considérait que parler une langue étrangère, c'était penser en langue maternelle et traduire
en langue maternelle, de façon inconsciente. D'où on applique l'homologie fin moyen. Si c'est ça, parler une langue étrangère, si c'est traduire spontanément, automatiquement, inconsciemment, eh bien on entraîne intensivement les élèves à traduire en classe. Donc ça vous donne le statut de la traduction dans la méthodologie traditionnelle. Ça vient directement de l'application de l'homologie fin moyen. Okay. Dans la méthodologie directe, début du XXe siècle, rupture de paradigme. On va considérer au contraire que parler une langue étrangère, c'est à la fois penser et parler en langue étrangère. On applique l'homologie fin moyen. Et ce qu'on va demander aux enseignants à partir du début du XXe siècle, c'est de passer le plus clair de leur temps à s'ingénier pour utiliser des supports, mettre en œuvre des activités ou des dispositifs qui puissent amener les élèves au maximum à penser et parler directement en langue étrangère. D'où l'interdiction de la traduction, dans un premier temps. Voilà, les paradigmes de référence, je suis allé un petit peu plus vite, les modèles internes de référence, ça je vais passer là-dessus, parce que ça demanderait beaucoup de temps, et surtout à faire la différence entre les modèles internes et les théories externes. Là, par derrière, il y a toute une conception de l'épistémologie, de la didactique des langues. Voilà, un modèle interne de référence, l'analyse des besoins langagiers, une théorie externe de référence, il y en a plusieurs, là, la pragmatique, le cognitivisme. Vous avez compris que si vous prenez l'ensemble de la colonne de droite, tous ces exemples correspondent en fait à ce qu'on appelle l'approche communicative. Les exemples sont pris de la même construction méthodologique.